Ça ne se voit certainement pas, mais je suis algérien. Mon père est un immigré algérien qui est né et qui a grandi en Algérie, et depuis toujours, il me rappelle que je suis autant français que algérien. Grandissant ainsi dans un foyer partageant autant la culture française que algérienne, j'ai longtemps considéré que ces deux pays étaient unis. Cependant, lors de mes différentes expériences en France comme en Algérie, j'ai beaucoup fait face à un certain ressentiment des Algériens envers les Français et inversement. Pour comprendre cette relation très conflictuelle entre ces deux pays, il faut revenir sur l'un des événements les plus importants de l'histoire franco-algérienne, la colonisation. Avant toute chose, je ne suis pas là pour faire de la politique. Je suis là simplement pour raconter l'histoire qu'a connue la France et l'Algérie, sans dire qui a tort ou qui a raison. Comme toujours, les ressources bibliographiques sont en description et je vous invite fortement à les consulter. Les conquêtes napoléoniennes, ayant eu lieu entre 1303 et 1305, ont coûté extrêmement cher à la France. Profondément endettée, la France du début du XIXe siècle emprunte massivement auprès de sociétés privées algériennes et en particulier la société Bakri Bousnache. Cette société, spécialisée dans l'export de marchandises vers l'Europe et en particulier de denrées alimentaires, a été fondée par deux familles juives italiennes qui ont émigré dans le nord de l'Algérie au début du XVIIe siècle. Installées en Algérie depuis près de 200 ans, ces familles se sont bien établies au sein du commerce et du pouvoir en rendant bon nombre de services au chef de la régence d'Alger de cette époque, le Dey. Rattaché à l'Empire ottoman depuis 1516, la régence n'en demeure pas moins autonome. Le Dey d'Alger, à la tête d'une monarchie élective, est élu non pas par le sultan, mais par une assemblée algérienne, preuve de l'autonomie de son pouvoir. Pour financer l'armée française, la société Bakri Bousnache s'endette, à son tour, auprès du Dey d'Alger, Hussein. Cet endettement sur l'endettement transforme le simple litige entre l'État français et une société privée en une véritable crise politique et économique entre les deux pays. Et une chose est sûre, le refus de la France de rembourser ses dettes est loin d'arranger la situation. Le véritable bazar politique qui frappe la France entre les guerres napoléoniennes, sa chute en 1814 qui marque le retour de la dynastie des Bourbons en France, et son retour en 1815, pendant la fameuse période des 100 jours, met en suspens la question de la dette française au Dey d'Alger jusqu'en 1826. Et du coup, en 1826, le souverain algérien envoie une lettre au ministre des Affaires étrangères français afin de régler ses problèmes de dette. C'est ainsi que se rassemblent le 30 avril 1827 le Dey Hussein, des agents diplomatiques, des représentants de la société Bakri Bousnache et des consuls étrangers, dont le consul français Pierre Deval. Et c'est au sein de cette rencontre qu'aurait lieu l'un des grands événements menant à la colonisation de l'Algérie, l'affaire du chasse-mouche. Pierre Deval aurait dit au Dey Hussein que la France n'avait toujours rien mis en place pour rembourser la dette. Et le Dey, dans un geste de colère, aurait frappé au visage le consul français à l'aide de la manche de son chasse-mouche. D'autres versions de l'incident parlent d'une simple maladresse du Dey qui aurait simplement effleuré le consul en frappant une mouche. Quoi qu'il en soit, c'est cet événement que Charles X utilise pour légitimer l'invasion de l'Algérie. Le gouvernement français attend 3 ans pour laver cette insulte. En fait, le règne de Charles X, qui a succédé à son frère Louis XVIII en 1824, est marqué en 1830 par une certaine fragilité. Le roi rêve d'un retour à la monarchie absolue, ce qui est loin de plaire à une grande partie des députés français. Une victoire militaire lui permettrait ainsi d'asseoir plus facilement son autorité, tout en réglant en même temps les problèmes de dette avec l'Algérie. C'est ainsi que le 14 juin 1830, l'armée française sous le commandement de Louis-Auguste Victor de Ghennes, comte de Bourmont, débarque sur la presqu'île de Sidi-Férouche, située à 30 km à l'ouest d'Alger. C'est 38 000 hommes supérieurement armés qui débarqueront en Algérie et qui vont la conquérir en moins de 3 semaines. Pour la population algérienne, c'est l'apocalypse. Alger est bombardée le 3 juillet, les habitations et des mosquées vieilles de plusieurs siècles sont détruits. Le 4, c'est la Casbah, citadelle qui trône au-dessus d'Alger, et le fort du Dey qui sont attaqués et complètement pillés. Les défaites militaires et la destruction partielle d'Alger forcent le Dey Hussein à la reddition de la capitale dès le lendemain, le 5 juillet 1830. Elle est signée à Djenaner Raïs et met fin à la régence d'Alger, vieille de 300 ans. Malgré cette victoire, Charles X n'arrive pas à apaiser les tensions et à asseoir son autorité. Il est contraint d'abdiquer après la révolution des Trois Glorieuses du 27 au 29 juillet 1830. La restauration de Charles X laisse ainsi place au nouveau régime de Louis-Philippe Ier, qui devient le roi des Français. Ce changement de régime n'annule pas la conquête. Cependant, une question se pose, qu'en faire? C'est comme ça qu'apparaît le mouvement coloniste. Pour ce mouvement, la civilisation a remporté sur la barbarie, et l'Afrique entière est ouverte à une conquête française. Deux courants de pensée s'opposent donc. Le premier souhaite contrôler la zone nord du pays, centrée autour des villes d'Alger et d'Oran. Le second souhaite s'étendre progressivement sur le reste de l'Algérie, puis en Afrique. Pour se mettre d'accord, le gouvernement va mettre en place une commission d'enquête. Cette commission recommande ainsi une installation durable au sein du territoire de la Régence. C'est ainsi que Louis-Philippe émet une ordonnance le 22 juillet 1834, mettant en place une nouvelle politique pour les possessions françaises dans le nord de l'Afrique. L'Algérie devient donc une colonie française, administrée par un gouverneur général, Jean-Baptiste Drouet d'Erlon. Évidemment, le gouvernement français se heurte à une forte résistance. Les 3 à 4 millions d'habitants indigènes sont depuis plusieurs siècles unis par des cultures communes et la foi musulmane, ce qui fait de l'Algérie, même au sein de l'Empire ottoman, une entité à part, déjà marquée à cette époque par une certaine forme d'identité nationale. En novembre 1832, les notables de l'ouest algérien se rassemblent et confient le commandement de la résistance à la tribu des Hachem.
Le chef de cette tribu, Mahi Eddine, déjà très âgé, préfère laisser sa place à son fils, l'émir Abdelkader, jeune homme de 24 ans respecté par les Algériens musulmans et ayant déjà participé à la guerre en combattant notamment les Français à Oran. À peu près au même moment, un autre groupe de résistance se forme à l'est. Le bey de Constantine, Ahmed, mène lui une résistance afin de rester fidèle à l'Empire ottoman. Les deux mouvements de résistance qui ne s'allient jamais au cours du conflit vont tenter de lutter contre la colonisation française. On peut s'en douter, la monarchie de Juillet va tenter de mater la résistance en envoyant plusieurs officiers militaires, notamment Thomas Bugeaud, Bertrand Clausel ou encore Aimable Pélissier. Et pour mater les révoltes, les officiers français vont violemment s'attaquer aux populations civiles algériennes. Dans un discours prononcé au Parlement de l'Assemblée nationale le 10 juin 1846, Lamartine dit « Depuis 11 ans, on a renversé les maisons, incendié les récoltes, détruit les arbres, massacré les hommes, les femmes, les enfants, avec une fureur tous les jours croissante. Je pourrais vous parler d'autres actes qui ont fait frémir d'horreur et de pitié la France entière. Les grottes du Dara, où une tribu entière a été lentement étouffée. En juin 1845, le colonel Aimable Pélissier dirige un détachement et est chargé de faire capituler la tribu des Ouledria, réfugiés dans les grottes de la région du Dara, avec femmes, enfants et bétail. C'est là que le colonel décide d'enfumer la population regroupée à l'intérieur de la grotte. Les soldats disposent du bois et des fagots de paille devant l'entrée de la grotte, y mettent le feu et la tissent pendant un jour et une nuit complète. Cette technique crée un appel d'air qui va progressivement remplacer l'air de la grotte par la fumée du feu, asphyxiant petit à petit les gens bloqués dans la grotte. D'autres enfumades auront lieu au cours de la colonisation pour terroriser les populations algériennes. Bugeaud préconisant cette technique car il souhaitait les fumer comme des renards. C'est environ 825 000 Algériens qui mourront du conflit, que ce soit à cause de la guerre et des exactions directement, ou par les famines et les maladies qui en découlent. La campagne de terreur et les différentes victoires de l'armée française poussent l'émir Abdelkader à la reddition en décembre 1847. Quelques mois plus tard, il est emprisonné et envoyé à Toulon, puis au château d'Amboise en novembre 1848. Louis-Napoléon Bonaparte, devenu l'empereur Napoléon III en 1852, libère Abdelkader, qui s'installera par la suite à Damas, en Syrie. Abdelkader parti, la résistance est finie. La France a réussi à s'emparer de l'Algérie malgré des hostilités fortes dans la population qui continueront de se révolter dans le Sahara jusqu'en 1902. L'Algérie est un cas particulier au sein de l'empire colonial français car c'est le seul territoire colonisé à directement être annexé au territoire français. Le 9 décembre 1848, l'Algérie est découpée en 3 départements, Alger, Oran et Constantine, auxquels s'ajoutent les territoires du Sud après la fin des campagnes du Sahara en 1902. L'Algérie devient ainsi le prolongement du territoire français par-delà la Méditerranée. Dès le début de la conquête, l'Algérie devient une colonie de peuplement. Avec les 3-4 millions d'indigènes vivant sur le territoire algérien, vient s'ajouter une population allogène, étrangère donc, qui croît très rapidement, passant d'environ 280 000 en 1872 à plus d'1 million en 1962. Le milieu du 19e siècle européen est marqué par la misère, où la faim et la famine frappent des millions de pauvres. C'est notamment la période de la révolte des Canuts, des ouvriers de soierie lyonnaise, qui se révoltent entre 1848 et 1849. L'Algérie est ainsi présentée comme une terre nourricière, fertile et inhabitée, ce qui incite bon nombre d'Européens à s'installer en Algérie. De plus, les colons sont loin de devenir riches au début de la colonisation. C'est une majorité de pauvres qui viennent s'installer sur des terres non préparées à l'agriculture, sans semences ni outils. La colonisation a aussi détruit bon nombre d'habitations en Algérie, obligeant ces familles nouvellement arrivées à parfois se réfugier dans des grottes pour vivre. L'absence de médecins entraîne également la mort de dizaines de milliers de colons. Cette population allogène européenne est loin d'être majoritairement française. Même si c'est la France qui a colonisé l'Algérie, la majorité de ces populations étrangères viennent de l'ensemble de l'Europe, d'Espagne ou d'Italie par exemple. Les Français deviennent majoritaires en Algérie en 1851, et la loi de 1889, naturalisant les étrangers nés sur le sol français et donc aussi en Algérie, va progressivement donner la nationalité à ces Européens installés en Algérie. Ces nouveaux arrivants seront progressivement appelés colons, français d'Algérie ou encore directement algériens, se présentant comme les pionniers d'une Algérie nouvelle en opposition avec les indigènes. Le terme de pieds noirs, les descendants des Européens installés en Algérie, n'apparaît que peu de temps avant la guerre d'indépendance algérienne, vers le début des années 50. Cette différenciation entre les Européens et les Algériens autochtones ne se retrouve pas seulement dans la dénomination. Elle s'illustre dans presque chaque aspect de la vie des colons comme des Algériens. Que ce soit la loi ou les usages, l'ensemble des règles et des normes au sein de la colonie sont faites pour avantager les Européens. Avant 1944, la loi civile française en Algérie, créée en 1881 et appelée le Code de l'indigénat, empêchait les autochtones algériens, juifs comme musulmans, d'être considérés comme des citoyens, faisant d'eux de simples sujets français. Il y a eu au cours de la période des indigènes devenus des citoyens, notamment grâce à la loi de 1865 qui permet l'accès à la citoyenneté à condition d'abandonner son statut personnel, c'est-à-dire d'abandonner les lois et ses traditions religieuses, en l'occurrence ici celles du Coran et de la Torah, au profit du Code civil. Les 35 000 juifs algériens deviendront cependant des citoyens français, sans être obligés d'abandonner la loi mosaïque grâce au décret Crémieux publié en 1870. Évidemment, cette ségrégation s'applique aussi à l'école républicaine en Algérie.
Même si les fameuses lois Ferry de 1881-82, qui rendent l'instruction primaire gratuite, obligatoire et laïque, sont théoriquement appliquées en 1883 à l'Algérie et aux Algériens, l'émancipation des enfants musulmans reste très souvent empêchée sur les bancs de l'école. Le taux de scolarisation des enfants musulmans reste donc très faible, 2% en 1889 et environ 15% en 1954, ce qui montre l'absence d'une volonté réelle de scolarisation massive. L'école est simplement un outil de propagande pour la population indigène. Elle sert ainsi à justifier la conquête et le rôle de l'empire colonial. Les manuels scolaires qui sont utilisés en classe diffusent une image positive de la colonisation. Par exemple, le maréchal Bugeaud est présenté comme le grand pacificateur de l'Algérie au sein des écoles républicaines, que ce soit en France ou en Algérie, alors qu'au même moment, les mères de familles algériennes grondaient leurs enfants en les menaçant de ramener Bugeaud pour les punir. Pour ce qui est de l'enseignement secondaire, les Algériens ne doivent presque jamais y compter. Les lycées et l'université sont très longtemps fermés aux Algériens. L'école était limitée jusqu'à la 6e, 7e. Et ceux qui ont eu des parents avisés dans la situation de leur avenir, de l'avenir de leurs enfants, faisaient tous les efforts pour leur instruction. Je pense que l'administration a éliminé automatiquement tout indigène des avantages. Il ne fallait pas permettre à l'indigène d'accéder à l'instruction, par exemple, aller en faculté, avoir le brevet, le bac. Ceux qui l'ont eu ont eu des avantages qui provenaient de leurs parents, qui avaient quelques connaissances, quelques accès à ces administrations. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les photos, les images tirées de la presse pour se rendre compte qu'il y avait quand même des indigènes qui acceptaient la colonisation parce qu'ils avaient des avantages. J'avais un camarade qui a obtenu son brevet. Il pouvait être moniteur d'enseignement, mais il ne l'a pas été. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à faire de la politique. On n'en voulait pas. L'administration française redirige les Algériens vers des filières impasses pour empêcher l'émancipation culturelle des indigènes. Ils sont dirigés vers l'enseignement primaire supérieur ou technique afin de les former vers des métiers de l'agriculture et de l'artisanat. Ça n'a donné qu'un diplôme, c'est tout. Et ce diplôme ne pouvait pas procurer un bon travail. C'était très rare de voir quelqu'un percer dans la société administrative où on était engagé à faire de l'agriculture uniquement. Parce que les colons avaient besoin de main-d'œuvre, donc on nous prenait à 12 ans, 13, 14 ans pour aller travailler dans les champs, dans les vignes, L'administration coloniale préserve tout de même quelques élites intellectuelles autochtones pour encadrer les populations musulmanes, au profit de la France, bien évidemment. Ces élites sont issues des médersas, des établissements d'enseignement musulmans, et sont pour la majorité des cadis, des juges du droit musulman. Cette élite est conçue pour servir de relais auprès de la société musulmane, utilisant le prestige de la langue arabe et de la religion pour faire accepter les intérêts français et asseoir l'acceptation du rapport colonial. On avait envie d'aller à l'école, et d'où on fréquentait beaucoup, quand on n'avait pas de place à l'école indigène, on allait à l'école coranique, les médersas, qui étaient libres. On acceptait cette situation, ça nous permettait de garder la langue. Évidemment, ce n'est pas parce que les indigènes n'ont pas les mêmes droits que les citoyens français qu'ils n'ont pas les mêmes devoirs. Les Algériens ont dû aussi se battre au cours de la Grande Guerre aux côtés du reste de l'empire colonial français, comme les zouaves marocains ou encore les tirailleurs sénégalais. Le tirailleur algérien est nommé le Turco. Le surnom de Turco a été donné aux Algériens lors de la guerre de Crimée par les Russes qui les avaient pris pour des Turcs. Dès août 1914, plusieurs régiments sont envoyés sur le front en France. Au total, c'est environ 170 000 Algériens qui seront mobilisés au cours du conflit et près de 80 000 combattants en première ligne. Il participe à des combats majeurs de la guerre, comme la bataille de la Marne en septembre 1914, où il contribue à stopper l'avancée allemande, puis à la bataille de Verdun en 1916, l'une des plus meurtrières de la guerre. Leur rôle est souvent crucial dans les assauts, notamment lors des attaques de tranchées, où ils sont utilisés comme troupes de choc en raison de leur réputation de bravoure. Cependant, cette utilisation les expose à de très lourdes pertes.
On estime qu'environ 25 000 tirailleurs algériens sont tués pendant la guerre. Ils doivent également faire face à des discriminations au sein de l'armée française, notamment dans les soldes, les promotions et le traitement. Malgré leur engagement décisif et les nombreuses décorations obtenues par un certain nombre de régiments algériens, leur contribution est restée très sous-estimée après la guerre. La non-reconnaissance de leurs sacrifices au cours des 2 guerres mondiales, les inégalités et la ségrégation qui marquent durablement la vie des indigènes au sein de l'Algérie française va inévitablement pousser les Algériens à la conquête de leur indépendance le 1er novembre 1954. On pense souvent que la volonté de liberté du peuple algérien a commencé le 1er novembre 1954 avec la fameuse journée de la Toussaint Rouge, mais évidemment il n'en est rien. Plusieurs mouvements nationalistes et indépendantistes ont émergé bien avant cette date. Ces mouvements vont être des pionniers du processus menant à l'indépendance algérienne comme le PPA, le Parti du peuple algérien, fondé en 1937 par Messali Hadj, qui est considéré comme le père du nationalisme algérien et qui se fera d'ailleurs emprisonner et condamné aux travaux forcés en 1941 pour ses aspirations politiques. Ce qui a marqué le départ de la révolution du 1er novembre, c'est le 8 mai 45. 8 mai 45, ça a été le déclenchement parce qu'on avait fait des promesses aux Algériens. Après la Deuxième Guerre, ils auraient des avantages. Ils auraient accès à l'administration, aux soins. Enfin, les soins existaient, mais pas comme on le souhaite. N'ayant pas reçu comme cela a été promis à Farhat Abbas, qu'une fois la guerre terminée, les Algériens allaient accéder à des avantages financiers, intellectuels, etc. Ils auraient droit à aller en faculté, ils auraient droit. Mais ce n'a pas été le cas. La Seconde Guerre mondiale étant finie le 8 mai 1945, l'heure est à la fête en France et dans ses colonies. Les défilés sont donc organisés en Algérie et les partis nationalistes algériens comptent bien en profiter pour faire entendre leur voix durant cette journée de liesse. Les manifestations dans la région de Constantine sont conduites par le PPA, qui demande l'autonomie depuis 1943 et exige la libération de Messali Hadj. Ces manifestations sont autorisées par les autorités françaises, à condition que seuls les drapeaux français soient déployés. Cependant, pour revendiquer l'indépendance de l'Algérie, un jeune scout musulman de 26 ans, Bouzid Sahal, brandit le drapeau algérien et est très vite abattu par un policier français. Ce meurtre déclenche des émeutes avant que l'armée n'intervienne. La répression de la milice française est extrêmement violente et fait des dizaines de milliers de victimes. Ces événements, connus aujourd'hui comme les massacres de Sétif, Guelma et Kerata, marquent durablement le peuple algérien et sèment les graines de la prochaine insurrection. Messali Hadj est libéré en 1946 et installé près d'Alger. Ce retour fait renaître le courant indépendantiste algérien avec un nouveau parti, le Mouvement pour les triomphes des libertés démocratiques, le MTLD. Les partisans de l'indépendance optent pour une stratégie à 2 organisations, l'une légale et l'autre illégale. La façade légale est représentée par le MTLD, qui gagne quelques sièges à l'Assemblée nationale en 1948. Le moteur arrière est lui représenté par l'OS, l'organisation spéciale fondée en secret en 1947, censée préparer un soulèvement paramilitaire avant d'être démantelée par la police française dès mars 1950. Ces tentatives d'émancipation portent leurs fruits durant la fameuse année 1954, qui marque un véritable tournant dans l'histoire coloniale française. Au sein du MTLD, un groupe de personnes se crée depuis la lutte armée en Tunisie en 1952 et la révolution du peuple algérien en 1953. Ce groupe est constitué d'anciens membres de l'organisation spéciale qui veulent une lutte armée pour l'indépendance algérienne. Dans la nuit du 1er novembre 1954, ces mêmes membres déclenchent 70 attentats dans une trentaine de points du territoire algérien et surtout dans la région de Kabylie et de l'Aurès, dans le nord-est de l'Algérie. Ces attentats font des dégâts matériels et humains importants, comme par exemple à Biskra, Bedna et Kenchela, où des bâtiments militaires sont attaqués, causant la mort de 4 soldats français dans la région. Avec 8 morts et une quarantaine de blessés, l'Algérie est en état de choc, surtout que 2 nouvelles organisations, jusque-là secrètes, apparaissent. Le FLN, le Front de Libération Nationale fondé par Krim Belkacem, Mostafa Ben Boulaïd, Larbi Ben Midi, Mohamed Boudiaf, Rababitat et Didouche Mourad, mais aussi l'ALN, l'Armée de Libération Nationale créée à partir de l'OS. C'est tellement bien conçu la colonisation qu'il fallait un jour ou l'autre préparer la révolution qui s'est faite grâce aux hommes qui ont élaboré le cheminement vers l'action armée, puisque cela s'est fait grâce
au parti qui a organisé tout ça, le FLN. Et il y avait des partis, d'autres partis, mais le FLN, c'était le Front de Libération Nationale, qui a organisé au fil du temps le cheminement malheureusement, vers le combat. Malgré l'apparition de ces deux organismes, le MTLD de Messali Hadj est officiellement dissous par décret le 5 novembre 1954. L'ancien leader du parti crée à nouveau un parti, le Mouvement National Algérien, le MNA, qui s'opposera au FLN. Suite à ces attentats, la France opte pour une politique répressive et très brutale contre les indépendantistes qui sèment le trouble. L'un des leaders de cette politique est François Mitterrand, alors ministre de l'Intérieur sous le gouvernement Pierre Mendès France. En visite en Algérie, il dit le 12 novembre 1954 à la tribune de l'Assemblée nationale algérienne « L'Algérie, c'est la France. Je n'admets pas de négociation avec les ennemis de la patrie. La seule négociation, c'est la guerre. » Pour montrer cette fermeté, Mitterrand appelle des renforts en Algérie qui arrêteront et tortureront des milliers de nationalistes. Mais pour la majorité d'entre eux, ils n'ont aucun lien avec les événements du 1er novembre 1954. Car Mitterrand pense que ces événements sont liés au MTLD. Après ces arrestations et tortures, l'armée française commence à organiser des opérations militaires à la fin de l'année visant toujours les nationalistes et indépendantistes algériens. Cette politique répressive est d'ailleurs coûteuse au gouvernement qui chute en début d'année. Les dernières semaines de l'année 1954 marquent le début de la guerre d'indépendance algérienne. Quelques mois plus tard, le 20 août 1955, la guerre change de visage. Dans la région du Constantinois, à l'initiative du responsable du FLN de la région, Zigoud Youssef, des milliers de paysans algériens se soulèvent et partent à l'assaut des villes de la région. Ces émeutes provoquent la mort de 123 personnes, dont 71 issues de la population européenne. Ces soulèvements sont également relayés par une répression extrêmement violente et démesurée. Cette dernière a un bilan effroyable, rappelant les massacres de Sétif, Guelma et de Kerata de mai 1945, avec environ 7500 morts parmi la population algérienne. Avec le soulèvement de la région constantinoise et le massacre qui en découle, la question algérienne s'internationalise et est l'un des sujets discutés à l'ONU. Face à l'ampleur que prend le conflit algérien, le gouvernement français s'empresse de trouver un règlement pour les deux protectorats de Tunisie et du Maroc. Durant la guerre d'indépendance algérienne, le camp indépendantiste ne se constitue pas seulement du FLN et de l'ALN. Cette surreprésentation est sujet à des conflits d'intérêts, allant jusqu'aux armes pour savoir qui aura le monopole de la représentation du peuple. Les nationalistes, en même temps que de combattre l'armée française, s'entretuent, ce qui influe fortement sur la montée de la violence dans ce conflit. En France métropolitaine, des élections législatives sont fixées le 2 janvier 1956 et ce sont les socialistes, les radicaux et les gaullistes qui l'emportent après avoir formé un front républicain, réponse notamment à l'émergence d'un parti d'extrême droite pro-Algérie française, l'UFF, l'Union et Fraternité française. L'Assemblée nationale investit donc Guy Mollet comme nouveau président du Conseil et le général Georges Catroux comme ministre résident en Algérie. Guy Mollet part pour Alger le 6 février, mais lors d'une manifestation d'ultra, des fervents partisans de l'Algérie française, la foule s'en prend violemment aux membres du gouvernement. Des projectiles sont lancés et notamment des tomates qui atteignent le président du Conseil. Mollet abandonne sa politique de recherche de paix en Algérie et le général Catroux démissionne au profit de Robert Lacoste, ancien résistant et homme politique socialiste. Cet épisode restera dans l'histoire sous le nom de la Journée des tomates. Le 12 mars 1956, l'Assemblée nationale vote massivement en faveur de la proposition de loi de Robert Lacoste qui confère au gouvernement des pouvoirs spéciaux, c'est-à-dire les pouvoirs les plus étendus pour, je cite, le rétablissement de l'ordre, de la protection des personnes et des biens et de la sauvegarde du territoire. Cette mesure marque le début d'un envoi massif du contingent en Algérie et le début d'une politique encore plus répressive. Les indépendantistes algériens du FLN répliquent avec des premiers attentats qui frappent à Alger 4 jours après le vote de l'Assemblée nationale. En juin, après l'arrestation et l'exécution des indépendantistes Ahmed Zabana et Abdelkader Ferraj, le chef de la zone algéroise du FLN, Abana Rabdan, envoie un message fort. Si le gouvernement français faisait guillotiner les condamnés à mort, les représailles terribles s'abattront sur la population civile européenne. Ces représailles ont bel et bien lieu. De multiples attentats sont commis durant le mois de juin 1956 qui font 49 victimes. L'ORAF, un réseau clandestin anti-indépendantiste, réplique et commet à son tour un attentat le 10 août, dans la Casbah d'Alger, faisant 80 morts et 14 blessés. Le FLN répond à l'ORAF le 30 septembre avec l'attentat du Milkbar, un glacier fréquenté par des enfants, à l'aide de 2 engins explosifs posés par 2 femmes du FLN, Jamila Bouyered et Zora Drif. Robert Lacoste décide donc de réagir et confie la pacification d'Alger au général Jacques Massu, commandant la 10e division des parachutistes. L'année 1957 commence par la bataille d'Alger. 8000 parachutistes pénètrent dans la ville, investis d'une mission policière. Le FLN réplique par une série d'attentats et une grève générale. En réaction, l'armée exerce une sévère répression et procède à des arrestations massives, internant les détenus dans des centres où l'on recourt à la torture pour obtenir les informations. Cette manœuvre permet de démanteler certains réseaux nationalistes et d'arrêter puis d'exécuter certains membres clés, comme Larbi Ben Midi, l'un des fondateurs du FLN.
L'armée française ne s'arrête pas là, et en parallèle, le capitaine Paul-Alain Léger met en place l'opération KJ-27. Cette opération consiste à dresser des listes de prétendus collaborateurs algériens de l'armée française et à les faire parvenir jusqu'aux indépendantistes du FLN, dans le but de susciter des purges internes. La France compte également sur les harkis, des Algériens ayant appartenu à une unité supplétive de l'armée française qui sont de plus en plus recrutés et intégrés. Sur le plan politique, la France est également engluée dans une crise. La 4ème République s'essouffle et le conflit algérien n'arrange pas du tout la situation. Entre 1946 et 1958, 22 gouvernements se succèdent en 12 ans, soit près de 2 par an. Face à la gravité de la situation, Robert Lacoste rentre en France. L'armée prend le pouvoir en Algérie puisqu'il n'y a pas de dirigeant officiel. Le général Massu préside ainsi un comité de salut public improvisé. Et le 15 mai, ce dernier fait venir celui qu'on considère comme la seule personne capable de tirer la France du bourbier algérien, le général Charles de Gaulle. Il part alors en voyage et le 4 juin à Alger, il prononce un discours aujourd'hui mémorable avec le fameux « Je vous ai compris ». Plus tard, à Mostaganem, au nord-ouest de l'Algérie, il lance un « Vive l'Algérie française » qui lui sera plus tard vivement reproché. Dans le même temps, il tente de régler la crise institutionnelle que connaît la France à cette période en proposant une nouvelle constitution qui donne de grands pouvoirs au président de la République. Le 28 novembre 1958, Européens et musulmans votent massivement en faveur de la constitution de la 5ème République. Et le 3 octobre, le général de Gaulle annonce la création du plan Constantine, à savoir les futures transformations économiques et sociales que le gouvernement s'engage à financer en Algérie, notamment avec de grands travaux et des constructions urbaines, ou encore la scolarisation progressive de jeunes musulmans. Charles de Gaulle semble donc vouloir apaiser le conflit en donnant une égalité sociale et économique aux Algériens par rapport aux Français. Malgré cette volonté de réconcilier Français et Algériens, les indépendantistes sont décidés à rendre leur pays totalement libre. Quelques semaines avant l'annonce du plan Constantine, le 19 septembre 1958, le FLN crée le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, avec à sa tête Ferhat Abbas. Par la création d'un organisme politique, le FLN envoie un message fort au général de Gaulle. Il ne souhaite uniquement l'indépendance. C'est alors que le 16 septembre 1959, Charles de Gaulle apparaît sur les écrans de télévision et dit alors « Compte tenu de toutes les données algériennes, nationales et internationales, je considère comme nécessaire que le recours à l'autodétermination soit dès aujourd'hui proclamé. » Il entame le processus d'autodétermination et propose 3 solutions. La première, c'est l'indépendance. La deuxième, la francisation, donc le rattachement complet à la France. Ou le troisième, l'association de l'Algérie gouvernée par les Algériens dans une étroite collaboration avec la France. Les partisans de l'Algérie pro-française deviennent très vite mécontents après cette déclaration. Ils organisent alors une révolte à Alger, c'est la semaine des barricades qui va du 24 janvier au 1er février 1960. De Gaulle apparaît une nouvelle fois à la télévision et s'adresse aux Français pour réaffirmer sa politique. Les Algériens auront bel et bien le libre choix de leur destin. Il qualifie les insurgés de conspirateurs et rappelle à l'armée qu'elle doit servir l'État. Après ce bras de fer, les activistes capitulent et des responsables de l'insurrection sont arrêtés. Des officiers et généraux ayant pactisé sont rappelés en métropole comme le général Massu. Chose promise, chose due, et ce, malgré ces tentatives de coup de force, la politique algérienne du général de Gaulle est bel et bien soumise à référendum le 8 janvier 1961. Le oui obtient 75% des suffrages exprimés en métropole et 69% en Algérie. Une solution semble enfin être trouvée, mais ce succès va radicaliser les partisans de l'Algérie française et débouche au putsch des généraux le 22 avril 1961. 4 généraux, en la personne de Zeller, Chal, Salan et Jouot, tentent un putsch en Algérie et font face à un échec cuisant. Au même moment, l'anti-indépendantiste Pierre Lagaillarde crée l'OAS, l'organisation armée secrète. Ce mouvement parvient à s'implanter en Algérie et à mener des opérations meurtrières. En métropole, le 17 octobre, 30 000 manifestants protestent de manière pacifique contre le couvre-feu nouvellement appliqué aux seuls Algériens. La répression est dirigée par le préfet de police Maurice Papon et elle est particulièrement sauvage. La police procède à près de 12 000 arrestations et près de 200 manifestants sont tués. Certains cadavres sont même jetés dans la Seine. Face à ce massacre dont il est responsable, Papon dit « La police parisienne a fait ce qu'elle devait faire ». Le 19 mars 1962, après des jours de négociations entre les deux parties, la guerre d'Algérie s'approche enfin de sa conclusion. Un cessez-le-feu est proclamé et Krim Belkacem, chef de la délégation algérienne, a apposé sa signature à côté de celle de Louis Jox, ministre des Affaires étrangères. Ce sont les fameux accords d'Évian. Le dimanche 1er juillet 1962, en Algérie, 99% des électeurs répondent oui à l'indépendance algérienne. Lors d'une brève cérémonie, le 3 juillet, la France remet à Abderrahmane Farès, le président de l'exécutif provisoire constitué après les accords d'Évian, la lettre du général de Gaulle qui reconnaît l'indépendance de l'Algérie. Comme un symbole, le 5 juillet 1962, 132 ans jour pour jour après la capitulation du Dey d'Alger en 1830, l'indépendance algérienne est officiellement proclamée. 5 juillet 62, ouais. On a sillonné un peu certaines régions, on était heureux bien sûr parce que on a voté pour l'indépendance
on était lecteurs à cette période. Et on a vécu, on a été un peu partout. Là où nous menaient nos pas, nos voitures, on était contents. Plus de 60 ans après la ratification de l'indépendance algérienne, les mémoires de la colonisation et de ce qui en a découlé demeurent encore très vives. En France, le débat public sur la question algérienne est encore extrêmement présent. Et si cette question est toujours présente, c'est parce que la société française est divisée. Certains responsables politiques estiment que la colonisation ne peut pas être qualifiée de crime, tandis que d'autres plaident pour une reconnaissance plus explicite des violences commises, alimentant ainsi les débats et les polémiques. En Algérie, la guerre d'indépendance demeure un pilier central du récit national et de la légitimité politique. Elle structure encore fortement la mémoire collective et le rapport au passé colonial. Ces dernières années, les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie se sont accentuées, notamment avec l'emprisonnement en Algérie de l'écrivain Boualem Sansal pendant 1 an pour atteinte à l'unité nationale. L'affaire provoque immédiatement une réaction en France. C'est notamment le cas de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur au moment de la polémique, qui a publiquement appelé à une ligne diplomatique dure face à Alger lors de différents politiques. L'affaire Sansal ne sort pas de nulle part, elle s'inscrit dans une longue période de crispation entre les deux pays sur les visas, les rapatriements, les commémorations, les archives, sur les mots qu'on emploie et qu'on leur refuse d'employer. La liberté coûte très cher. Et il faut la défendre.